Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de montres connectées, on va parler de travail qui tue, de stress qui rend malade et de 5 heures de sport ou rien. Donc voilà, on est très catégorique aujourd'hui dans cet épisode, très alarmiste, très inquiétant. Bon, évidemment, c'est du second degré, mais on va quand même parler de certaines choses, du mode de vie moderne et tout par rapport au mode de vie qu'on a adopté. Et en fin d'épisode, je vais beaucoup parler des montres connectées par rapport à l'anxiété que ça engendre, au style des montres également, parce que moi je les trouve moches ces montres, des bracelets aussi qui peuvent rendre un peu allergique et tout. Bon, ça on en parlera en fin d'épisode parce que ce week-end, je vous ai mis le lien là dans les notes de cet épisode, j'ai sorti une enquête qui s'appelle «Quelle est la meilleure montre connectée en ce moment?» Alors c'est tout simplement parce que moi je me sens concerné et j'ai fait vraiment une bonne enquête pour essayer de trouver la montre qui convient le mieux. Et j'ai également, alors c'est pas que sur des sites de vente avec des machins, des classements et tout, hein. Je suis allé lire les études, de voir un petit peu ce qui ressortait de tout ça. Et surtout, j'ai voulu transmettre ce qu'on pouvait en attendre de ce genre de montre. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est fiable pour telle ou telle chose? Donc voilà, c'est l'enquête que j'ai pu faire. Donc je pense que si vous visez une montre connectée là pour les fêtes, allez voir. Ça vous permettra d'avoir des idées et des renseignements fiables par rapport à ce que vous pouvez voir sur les sites de test et tout ça qui sont très souvent rémunérés par les marques indirectement ou alors par la plateforme de lien d'affiliation ou autre quoi. Voilà. Donc je vous ai mis le lien dans les notes et puis de toute façon on parlera des montres connectées en fin d'épisode. Alors premier sujet, votre travail est-il en train de vous tuer? Alors ça c'est les titres des journalistes, c'est ça me bon. Alors là c'est l'ANSES qui parle de ça. Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a développé une méthode rigoureuse pour identifier les procédés de travail cancérogènes afin de protéger les travailleurs qui y sont exposés. Donc, parmi les activités à risque qui ont été examinées, on a 3 secteurs qui se distinguent. Donc, les travaux exposant aux cytotoxiques, donc médicaments anticancéreux, les fumées de soudage également et les émissions de friture à haute température. Donc en gros, ceux qui travaillent dans les labos et tout et qui ont des médicaments comme ça, ou peut-être aussi là où se filtrent, je sais pas, les eaux usées et tout ça, je ne sais pas, hein, mais bon, où se retrouvent ces médicaments anticancéreux? Là où ça se retrouve et là où l'individu est exposé, c'est pas terrible. Les fumées de soudage, forcément, si vous êtes soudeur, si vous êtes carrossier, mécano ou plombier ou autre, vous devriez mettre le plus de protection possible pour vous protéger de ces fumées-là. Et la friture et tout, ça c'est malheureusement quand vous regardez dans les chaînes de fast-food, il n'y a pas de protection au niveau de la respiration. Est-ce que c'est au niveau de la respiration? Je sais pas. Ou est-ce que c'est ouais, parce que les émissions de friture à haute température, donc c'est ce qui se dégage. Donc est-ce que c'est ce qui se collera sur la peau ou est-ce que c'est ce qu'on va respirer? Donc ça serait intéressant d'avoir des masques pour ces personnes-là. En tout cas, mais bon, vu que c'est un petit peu là, l'ANSES en parle aujourd'hui, peut-être que demain ou après-demain, on aura des documentaires, des choses là-dessus. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup, beaucoup de thèmes dont on a parlé dans ce podcast depuis des années, ou même il y a bien longtemps, des gens qui me disent « mais c'est bizarre, je me disais bien que j'en avais entendu parler quelque part quand j'ai vu ce reportage, et finalement c'est des podcasts qui datent de 4-5 ans, mais c'est normal, hein, parce que les courbes d'intérêt, si vous voulez, au début, quand un sujet commence à intéresser, il intéresse très rarement le grand public. Il intéresse des gens passionnés comme vous, comme moi, et nous, on va se renseigner. C'est un petit peu comme les geeks qui se sont intéressés au Bitcoin au moment où il fallait s'y intéresser, quoi. Et après, la masse qui a voulu investir quand ça devenait connu et entre guillemets intéressant. Mais comment dire, là, c'est la même chose. Nous, on a l'impression que le sujet est vieux. Sauf que le sujet pour le grand public est moderne. Le cas le plus typique, c'est Glucose Révolution. Ce bouquin qui a ouvert les yeux sur beaucoup de personnes par rapport au glucose, à la consommation de sucre, et puis comment essayer de moduler un petit peu tout ça.
Alors, il y a plein de diététiciens qui sont en PLS quand ils lisent ce livre. Il y en a plein qui disent qu'au contraire, c'est génial. Bon, bah, moi, je pense que, voilà, on est dans un pays où la liberté d'expression permet quand même à tout le monde de s'exprimer, par le biais d'un livre ou autre. Mais on peut pas enlever quand même que ça a ouvert un petit peu. Alors, rien n'est jamais parfait, ni mon discours, ni le sien, ni celui du meilleur médecin du monde. C'est jamais parfait puisqu'on ignore tellement de choses encore que ce serait très prétentieux de dire qu'on a la vérité, mais on voit bien que entre le moment où ce livre est sorti et le moment où nous, on a pris conscience de tous ces trucs par rapport au sucre, enfin, il y a eu un delta énorme. Mais c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu et qu'on est dans le monde du fitness ou même de la course à pied ou peu importe, et qu'on s'intéresse vraiment à la nutrition, on a l'impression que les gens enfoncent des portes ouvertes quand ils sortent des reportages ou des sujets parce que le grand public commence à s'y intéresser. Ils vont pas faire des reportages quand ça intéresse 3 coureurs, 2 pousseurs de fonte et voilà quoi. À un moment donné, c'est l'audimat qui fixe les règles pour pouvoir placer de la pub, etc. Vous connaissez le truc, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de podcasts qui sont un peu médiocres en termes de qualité, parce que la plateforme de podcast est devenue une plateforme un peu radio, et aujourd'hui c'est très rare de ne pas avoir de publicité avant, après le podcast, hein. Vous en avez, et parfois même au milieu. C'est devenu un média radio normal, quoi. Donc qui est rémunéré par le nombre d'écoutes, donc par les pubs. Et pour faire de l'audimat, il faut faire ce qui plaît à la masse et pas aux gens passionnés dans leur coin qui veulent avancer. C'est dommage, mais ça a toujours été comme ça et ça le sera malheureusement toujours. Donc ces derniers, donc je reprends par rapport aux fritures haute température, fumée de soudage, émissions, etc., cytotoxiques, enfin bon bref. Donc les gens qui sont exposés à ça, sont exposés à des risques par leur travail, hein. Donc ces derniers, déjà classés comme cancérogènes probables pour les poumons par des instances internationales, concernent potentiellement plus de 1,4 million de travailleurs en restauration en France. Donc ça fait beaucoup par rapport aux fritures à haute température. Alors, vous savez, moi je reste pas mal informé sur les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, la robotique et tout. Et pour moi, les premiers métiers qui devraient être remplacés par de l'IA robotisée, ce sont ces métiers-là en fait. Parce que les robots, ils sont pas exposés, enfin ils ont pas de problème de cancer de poumon, quoi. À la limite, eux, ils sont exposés à quoi, à de l'oxydation, des choses comme ça, mais pas à ces risques-là. Donc, est-ce qu'on pourrait pas commencer par implanter les robots dotés d'IA dans les métiers où justement il y a les soudeurs, tous ceux qui vont avoir de la friture à haute température et tout, ce qui ne veut pas dire que ça va pas enlever du travail à ceux qui le faisaient, hein. Il va falloir remplacer par un travail certainement plus confortable. Mais aujourd'hui, on accepte volontairement de faire un travail qui potentiellement nous rend. C'est comme si on allait fumer une clope à chaque fois qu'on bosse, alors qu'on n'est pas fumeur, quoi. Je schématise énormément quand je dis ça, et c'est pas la réalité. Attention, mais quand même. On est conscient qu'il y a ça, et pourtant, il faut bien faire ce job, donc il faut trouver des gens. On essaye de les protéger comme on peut avec des masques et tout. Alors que demain, dans le futur, moi, il me semble que les évolutions futures par rapport à l'IA robotique, quoi, et la robotique, c'est ça. C'est tous ces trucs hyper risqués de les faire par de l'intelligence artificielle. Mais ça anime les passions de parler d'IA, en France et ailleurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup. On a tous peur d'être remplacés par de l'IA. Si demain... Alors moi, j'ai fait quelques tests, vous savez, avec ChatGPT et tout, sur de l'information, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en sert, hein, je vous le dis. Quand vous dites, oui, non, non, tout le monde s'en sert. Tous ceux qui ont un travail comme le mien, ou comptable, ou dans le droit, tous ces métiers-là, aujourd'hui, il faut être, je vais mettre tout le monde à l'aise, tout le monde s'en sert. Après, c'est la manière dont on a de s'en servir qui diffère. C'est-à-dire que si on peut s'en servir, moi, je m'en sers comme un assistant. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme Alfred pour Batman, ou comme, comment on appelle ça, Jarvis pour Iron Man, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui produis, c'est moi le créateur, c'est moi qui ai la créativité, et lui vient contrôler, surveiller que j'oublie rien. À la limite, ça peut être ça. Mais par contre, la mauvaise façon de s'en servir, c'est ceux qui par exemple, qui disent fais-moi tout le script d'une vidéo et que j'ai juste à lire et tout. Là, malheureusement, en fait, ça va tourner en rond parce qu'il y aura zéro créativité, hein. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo. Je crois que c'est Alexandre Astier.
qui en a parlé par rapport à l'intelligence artificielle. Je suis vraiment aligné sur ce qu'il dit là-dessus. Moi, je vois pas du tout ça. Alors peut-être parce que c'est mon tempérament légèrement geek non assumé. En fait, j'aime bien la nouvelle technologie. J'aime bien tout cet univers-là sans pousser très loin. En fait, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans cette vidéo. Je me rappelle plus. Je vais essayer de vous retrouver le titre. D'ailleurs, ça peut-être que ça vous intéressera. Alors, je reprends. Donc, la vidéo, elle dure 1h22 et 49 secondes. Ça s'appelle Conférence AFC CNC Paris Images, IA et Cinéma. Voilà, 172 views. Donc, et c'est autant dire personne l'a vu. Mais allez voir, c'est relativement intéressant et ça permet c'est un peu plus profond qu'une story ou un short ou je sais pas comment. Enfin voilà, bref. On continue. Donc, l'ANSES a également établi une liste de 15 autres procédés à évaluer en priorité, parmi lesquels les expositions aux rayons ultraviolets qui pourraient affecter plus d'1 million de travailleurs, mais également le travail de nuit, également à risque, concerne une population similaire. Donc j'en reviens toujours à la même chose, mais tous ces métiers-là, tous ces métiers de travail de nuit, etc., eh bien, il faudrait que ce soit des métiers qui soient remplacés par la robotique ou l'IA, sauf s'ils sont choisis par l'individu. En fait, si l'individu souhaite... En fait, déjà, moi, je suis pour. Pendant des années, vous savez, j'ai travaillé de nuit, et quand je dis j'ai travaillé de nuit, moi, j'étais dans la sécurité aéroportuaire pendant des années. Alors, quand je suis sorti de l'adolescence, ça a été un des premiers jobs que j'ai pu faire, et j'ai fait des nuits et des nuits et des nuits de 12 heures et tout, dans le froid, enfin voilà, et j'ai eu des conditions de travail qui étaient, on va dire, euh, le minimum syndical, quoi. C'est-à-dire que j'avais le minimum de pause, le minimum de tout, quoi. Enfin, franchement, ce monde-là de l'entreprise dans le secteur de la sécurité privée aéroportuaire, on était déjà mieux lotis parce que ça n'a rien à voir avec la sécurité en supermarché et tout. Hein. C'est vraiment dans l'industriel là. On était quand même mieux lotis. Mais quand même, c'était le bas de l'échelle en termes de respect de l'employé, quoi, des droits et tout ça. C'était vraiment, on allait au minimum, il n'y avait pas de surplus, quoi. Donc au niveau confort, autant vous dire que c'était pas top. Pourtant, j'ai de super souvenirs, de très bons collègues, vraiment une expérience de vie géniale. Et d'ailleurs, il y en a certains qui m'ont retrouvé sur Internet depuis que je travaille dans ce monde-là, quoi. Bon, ben voilà, je me suis entre guillemets sorti les doigts pour faire un métier qui me plaît, mais ce métier-là, le travail de nuit que je pouvais faire, personne, à aucun moment, et même durant les visites médicales qui étaient assez fréquentes d'ailleurs, hein, puisque dans ce genre de métier, vous faites des visites médicales assez fréquentes, à aucun moment on m'a dit le travail de nuit, c'est pas bon pour la santé à long terme et pour l'espérance de vie. À aucun moment on vous le dit. Donc, moi, il me semble que déjà, si c'est choisi, mais que la personne est avertie, mais pas de problème. Moi, je suis pour les libertés. Je suis vraiment contre l'interdiction de telle ou telle chose. Je suis pour les libertés. Il n'y a aucun souci. Par contre, si l'individu, on lui dit pas et on le force à faire, on lui cache un peu que c'est pas bon, là, ça me pose plus de problème. Donc, que les gens qui veulent pas et qui veulent rester en santé se fassent remplacer par une IA robotisée dans les décennies à venir, tant mieux. Et que ceux qui veulent, et ben voilà, mais ils y vont un peu comme le fumeur. Moi, le fumeur qui veut fumer, ou l'obèse qui veut manger des fast-food et tout, je n'ai aucun problème avec ça. De toute façon, c'est une addiction pour beaucoup, que ça soit le tabac, l'alcool, les drogues. Et la diététique, enfin les fast-food et tout, pour beaucoup, il y en a qui disent c'est devenu une addiction. Alors pas tous, hein, mais il y en a qui disent c'est une addiction. Moi, je suis contre les interdictions de tel ou tel. Enfin voilà, quoi. C'est déjà une souffrance pour les individus. Ça sert à rien de leur rajouter en plus des obligations. C'est eux qui, quand ils auront décidé, s'ils le souhaitent, changer, se faire aider ou essayer de le faire. En tout cas, voilà, ça les concerne. Mais donc je reviens à ça. Pour moi, la piste positive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir une vision positive pour l'avenir, c'est de pouvoir peut-être un jour de tous faire un métier qui nous plaît et qui nous respecte, quoi. Quand je dis qui nous respecte, c'est au niveau physiologique. De travailler la journée, d'avoir un métier qui nous épanouit et qu'on n'a pas une sédentarité permanente, etc., etc., quoi. Voilà.
Et puis, dites-vous bien une chose, c'est que ces robots qui vont travailler la nuit, il faudra quelqu'un pour les entretenir la journée. Donc, ça sera peut-être vous qui allez faire les mises à jour, qui allez faire dire «Oh bah non, là, tu vois, t'es passé là». On aura besoin en fait d'un professionnel de terrain pour guider le robot entre guillemets quoi. Bon, je dis ça, je suis pas du tout ingénieur, je suis pas du tout. Mais bon, il me semble quand même que moi, si demain je dois fabriquer un robot qui doit, je sais pas moi, assurer la sécurité sur les aéroports, je vais pas faire appel à un geek qui va au doigt mouillé lui donner des consignes. Je vais plutôt aller voir l'élite des professionnels de la discipline, c'est-à-dire les agents de terrain qui ont beaucoup d'expérience, de l'expérience qu'on ne retrouve pas dans les bureaux mais qu'on retrouve sur le terrain, le regard, où on pose les yeux, à quel moment, qu'est-ce qui paraît suspect et pourquoi, toutes ces choses-là. J'irai dire, ben voilà, maintenant on va entrer des lignes de code dans le logiciel pour essayer que le robot reproduise les mêmes réflexes que le professionnel de terrain, quoi. C'est un peu comme dans le sport, quoi. Dans le sport, il y a des études, il y a les études et le terrain, et il y a le terrain seul. C'est-à-dire que sur le terrain, parfois, on observe des choses que dans les études, on n'observe pas, quoi. Ou on observe parfois, je ne vais pas dire l'inverse, mais des choses beaucoup plus nuancées. Alors que sur le terrain, parfois, ça marche pas, quoi. Je parle typiquement du recrutement d'un groupe musculaire avec un exercice donné. Les études vont vous dire X% de fessiers pour tel mouvement est recruté, et vous, quand vous le faites, vous sentez 0% dans le fessier et 100% dans les quads, ou 70 dans les quads, 30 dans les ischios. Enfin, et pourtant les études disent le contraire. Donc les études, oui, moi je les lis tout le temps, mais les études sans un background et sans des expériences de terrain, ça me semble quand même bancal comme support. Deuxième sujet, stress et diabète, une nouvelle piste. Donc, selon une étude de Rutgers Health, les chercheurs ont vu que les hormones de stress sont la clé du diabète lié à l'obésité. Alors, le diabète lié à l'obésité, c'est le diabète de type 2, il faut préciser quand même, parce que souvent les gens ils balancent diabète comme ça, sauf qu'il y a diabète de type 1, donc celui-là c'est une maladie auto-immune, et le diabète de type 2, qu'on appelle un peu par abus de langage le diabète du mode de vie, en gros, qui se déclenche plus souvent par un mauvais mode de vie que par la faute à pas de chance, en gros, même si ça peut arriver, bon. Mais c'est souvent le diabète de la résistance à l'insuline engendré par un mode de vie qui n'est pas, qui ne respecte pas la physiologie de l'individu, quoi. Mais on peut trouver du diabète de type 2 chez un sportif, comme chez un sédentaire, mais on a plus de chances quand même de le retrouver chez les gens qui n'ont pas d'activité physique, qui mangent mal et qui ont des prédispositions en termes de résistance à l'insuline, etc. Mais bon, je suis pas toubib, je vous donne que ce que j'ai lu chez les experts de la discipline. Donc, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la résistance à l'insuline, mais bien le stress qui bloque l'action de cette hormone. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que la résistance à l'insuline est bloquée par le stress, et c'est pas l'inverse. La résistance à l'insuline, non. La résistance à l'insuline n'est pas bloquée par le stress, elle est encouragée par le stress. Attention à ce que je raconte. En effet, une alimentation excessive active la production de noradrénaline, une hormone de stress qui annule l'effet de l'insuline. Donc en fait, manger beaucoup fait stresser, fait sortir de la noradrénaline, et cette hormone vient ensuite annuler l'effet de l'insuline. Alors l'effet de l'insuline, c'est quoi ? L'effet de l'insuline, c'est le fait de faire rentrer l'excès calorique, en gros, mais l'excès de glucose surtout, dans les cellules cibles. Donc, par exemple, dans le glycogène, dans le foie, le glycogène hépatique. Enfin, non, je dis des bêtises. Dans le muscle, surtout, y compris dans le foie. Dans le tissu adipeux, mais c'est pas le même mécanisme, puisque dans le tissu adipeux, d'abord, il faut que ça rentre sous forme de glycérol, puis après, ça va être les triglycérides circulants qui vont. C'est plus complexe, mais de toute façon, c'est pas bon. Résistance à l'insuline, en règle générale, et puis le tissu adipeux qui va être augmenté, c'est pas celui qui est entre guillemets sain, c'est-à-dire c'est pas celui qui est sous-cutané entre le muscle et la peau, mais c'est celui qui est viscéral, donc celui qui est entre guillemets
vecteur de futures pathologies ou autres, quoi. Même si on a besoin d'une certaine dose de graisse viscérale, quand ça devient déraisonnable, ça devient pas bon pour la santé. Mais bon, là, en fait, c'est l'alimentation. En fait, de manger trop, ça stresse. Ça stresse le corps. Le corps fait sortir de la noradrénaline et cette noradrénaline empêche l'insuline de bien bosser, quoi. Voilà, ça met des grèves, en fait. Il y a des grévistes dans l'organisme quand la noradrénaline sort et ils bouchent les portails à l'entrée des bâtiments et malheureusement l'excès calorique qui circule dans le sang ne peut pas rentrer bosser, quoi. Ils sont bloqués. Donc les chercheurs ont observé que des souris obèses sans hormones de stress ne développaient pas de diabète, malgré une alimentation identique aux autres. Cela suggère que réduire les hormones de stress pourrait prévenir le diabète, surtout chez les personnes obèses. L'équipe envisage des tests humains pour confirmer ces résultats et explore déjà des traitements axés sur la diminution du stress plutôt que sur l'insuline. Alors moi j'ai un problème avec ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais si c'est l'excès d'alimentation qui crée du stress, je comprends toujours pas les objectifs de la médecine que d'aller traiter le stress, en fait. C'est pas le stress qu'il faut traiter, c'est l'excès d'alimentation. Puisque c'est l'excès d'alimentation, on ne va pas à la cause, on va au symptôme, en fait. La cause, le symptôme de l'excès alimentaire, c'est la sécrétion de noradrénaline parce qu'il y a un stress au niveau alimentaire, trop d'alimentation, quoi. Et en fait, là, en cherchant des pistes sur le stress, on vient conforter les gens à trop manger, mais d'annuler les effets du stress. C'est bizarre. Je comprends. J'ai toujours du mal à comprendre les logiques dans l'arche. Alors, on peut faire les deux, peut-être, pour accélérer les choses. Mais il me semble que l'alimentation excessive, c'est peut-être ça qu'il faut essayer de traiter en premier. Et puis la nature de l'alimentation. Ou alors les chercheurs sont tellement découragés face à l'épidémie d'obésité, de toute façon on a beau tout faire, des campagnes, des machins, des trucs, les gens ils continuent à remplir leur caddie avec des saloperies et à trop manger. Ouais, mais bon, vous avez aussi aujourd'hui en France des influenceurs très suivis qui savonnent la planche pour vendre des produits ultra transformés et tout, hein. C'est la nouvelle façon de faire de la publicité, certainement. En tout cas, ceux qui sont ravis, ce sont les industriels qui les vendent, puisqu'ils ont maintenant des influenceurs qui montrent pas grand-chose par rapport à des publicités sur les télévisions et qui les mettent en avant, quoi. Il y a même des podcasts. Vous regardez, alors je vais pas donner de marque, mais vous avez des podcasts de l'industrie agroalimentaire, de certaines marques qui ont des podcasts, quoi. Donc c'est pas du tout de parti pris, pas du tout de conflit d'intérêts, autant vous dire. C'est vraiment et qui vous parlent de santé grâce à leurs produits. Bon, mais bon, on est dans un pays libre, donc chacun a le droit de s'exprimer. Voilà, moi y compris. Ensuite, donc, moi, si vous voulez, je suis de toute façon le stress, il est aussi. Alors, si le stress est engendré par une suralimentation, enfin le stress engendré par une suralimentation évite l'insuline de faire son job, il y a aussi le stress engendré par je sais pas quoi dans la vie de l'individu qui l'amène à trop manger. En fait, quand vous regardez, le stress, il est bon pour quasiment rien, sauf pour survivre en cas de danger immédiat. Le stress, il est là pour, voilà, il y a comment, je vais prendre l'exemple, mais on vit dans un monde d'anxiété et tout ça actuellement. Enfin, en tout cas, dès qu'on parle d'anxiété, les gens, ça attire leur regard parce que c'est un sujet tabou. C'est-à-dire que l'anxiété, personne n'est concerné, sauf quand il y a un sujet qui sort dessus, et ça fait des tonnes de vues. Et ça, c'est normal, c'est parce que beaucoup de personnes vivent de l'anxiété, mais l'anxiété, c'est un peu péjoratif, quoi. Personne n'a envie de s'associer à quelqu'un d'anxieux, personne n'a envie de parler avec quelqu'un qui est stressé, anxieux, dépressif et tout, parce que ça fait mal, quoi. C'est un peu le loser et tout. Sauf qu'aujourd'hui, je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes anxieux, je suis anxieux. On est tous anxieux. Les livres de développement personnel, c'est pas pour rien qu'ils se vendent à la tonne, parce que voilà, le monde est anxieux. Et c'est comme ça. Donc, soit on l'assume, soit on continue à penser que c'est pas bien. Mais moi, personnellement, je l'assume, j'ai aucun problème. Et je pense que le peu de visibilité que je peux avoir, c'est bien de l'assumer, si ça peut aider. Et puis, de l'assumer, moi, je vois quand je parle avec des gens autour de moi,
Tout de suite, moi, je mets les gens à l'aise. Je leur dis: «Ah, mais moi, de toute façon, je suis tempérament anxieux, je suis stressé de base», voilà. Ça met les gens à l'aise, en fait. Ça les met tout de suite à l'aise et des fois, ça ouvre les chakras, quoi. Ils se mettent à parler et tout. Moi, j'ai pas de problème. C'est pas parce qu'on est anxieux, stressé qu'on peut pas avoir des qualités dans d'autres domaines, quoi. Heu et c'est et voilà, quoi. Bon, heu donc cette histoire de stress, de toute façon, si elle n'est pas, pour de bonnes raisons, comme je vous disais, échapper à un prédateur immédiat ou payer, le loyer, ou remplir le frigo, en gros, puisque ce sont nos stress, à nous, les, hommes modernes, quoi, enfin humains modernes, faudrait dire comme ça maintenant. Hem, Sinon le reste du temps, c'est des stress à la con, quoi, qui servent quasiment à rien ou des stress chroniques et c'est vrai que le traiter, c'est pas pour annuler les effets de la suralimentation, mais déjà, ça serait peut-être pour empêcher la suralimentation à la base. Puisque beaucoup de suralimentation actuelle, c'est lié à des émotions. Il y a beaucoup de surpoids aujourd'hui qui est lié à des états émotionnels chez les individus. La personne a honte, la personne est en colère, la personne s'ennuie, la personne a une vie de merde souvent. Et moi, je le premier, hein, les périodes où j'ai eu ma vie qui était la plus pourrie, donc sortie de l'adolescence, là, quand je commençais à bosser, je m'ennuyais beaucoup dans ma vie, c'est la période où j'étais le plus en surpoids. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'alimentation, pour reprendre Tsemeria, c'est un plaisir immédiat et universel. C'est-à-dire que vous allez manger un produit que vous aimez, vous passez d'un état de pourri à un état un peu mieux en une fraction de seconde quasiment. Vous vous sentez pas bien, vous vous arrêtez à un fast-food, une portion de frites, un hamburger, vous vous sentez plus mal quelques heures après peut-être, mais sur le moment, vous faites monter votre niveau de bonheur. Pas de beaucoup, hein, je dis pas que si vous êtes en dépression, vous allez devenir, joyeux, mais vous gagnez quelques points de bonheur sur le moment. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec la bouffe, hein. C'est parce que ça fait monter le niveau de bonheur et c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est à la fois terrible et à la fois tant mieux, mais ça fait monter le bonheur. Mais c'est pour les repas de fête. Les repas de fête, on se retrouve autour d'un repas, c'est du bonheur. Et c'est pas que le fait de se retrouver, c'est aussi ce qu'on mange, la variété devant les yeux, de manger du foie gras, des crevettes, des huîtres, du saumon fumé, je parle des fêtes là, puis après la dinde, les pommes de terre rôties, les asperges grillées, la bûche, voilà. Enfin là, je me suis mis plein de gens à dos, hein. Juste, j'ai cité quelques trucs. Là, je viens de me taper rien qu'avec le foie gras et tout. Mais bon, je parle traditionnellement, hein. Après, chacun est libre de manger comme il veut, évidemment. Mais bon, c'est tout ça pour dire que l'alimentation, c'est un, j'aime pas dire antidépresseur, mais c'est une forme anxiolytique naturelle, quoi. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais ils utilisent l'alimentation comme anxiolytique. Un peu comme certains utilisent le sexe ou l'alcool comme anxiolytique. Troisième sujet, même un peu de sport protège le cœur. Donc 1 heure de sport en plus chaque semaine réduit de 11% le risque de fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Cette étude de NYU Langone Hills, réalisée sur 6000 adultes aux États-Unis, montre que entre 2,5 et 5 heures d'exercice par semaine réduisent ce risque de 60%. Au-delà de 5 heures, la réduction atteint 65%. Donc 5 heures de sport, c'est pour ça que je disais dans le titre 5 heures de sport, sinon rien, ou rien. 5 heures de sport, globalement, peu de personnes le font. Même vous. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire 1 heure de muscu minimum et 1 heure. C'est pas 1 heure, je pars de la maison, je fais la route, je m'échauffe, j'attaque ma séance et puis après je vais au vestiaire, je pars et ça fait 1 heure. Non, c'est 1 heure à partir du moment où vous commencez à vous échauffer et l'heure se termine au moment où vous rangez vos haltères. Et très peu de personnes font 1 heure pleine. Donc à la limite, on peut faire 45 minutes de muscu, un peu de cardio derrière, ou même quand ceux qui font de la course à pied, qui fait 1 heure de course à pied par jour? Voilà. Donc 5 jours par semaine. Donc au-delà de 5 heures, la réduction atteint 65%. Mais c'est au-delà de 5 heures. Donc c'est même pas 5 heures, c'est plus. Donc c'est pour ça, euh, on est très souvent, on parle de surentraînement. Ah, attention, ceux qui s'entraînent 5 jours sur 7, surentraînement et tout. On est loin du surentraînement.
En fait, le surentraînement sera certainement dû à une hypo-récupération. Donc, c'est des problèmes de récup. Les gens dorment mal, ils sont sur les écrans trop longtemps le soir et du coup, ils n'ont pas beaucoup d'heures de sommeil profond parce que le sommeil profond, souvent, il est en début de nuit. D'ailleurs, depuis moi que je me couche à 9h30 le soir, vous allez me dire, je suis un papy, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je profite de ma journée après. Eh bien, j'ai plus de sommeil profond. Pourtant, je dors quasiment le même nombre d'heures. Mais c'est que le ratio sommeil profond, sommeil paradoxal, eh ben, il est devenu plus favorable pour moi. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de paradoxal et peu de profond. C'est normal, je me couchais, il était 22h30. Bon, 22h30, déjà, pour les gens, ils sont en PLS. 22h30, pour eux, c'est le début de la soirée, quoi. Ils se couchent à 1h. Bon, j'ai mis des années à arriver à me coucher à 21h30. Surtout quand je travaillais, enfin, et voilà, j'ai eu un travail de nuit pendant des années. Bon, maintenant ça date, mais j'ai eu un travail de nuit, donc il a fallu que je me réadapte à ça, etc. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, et puis c'est un équilibre. Enfin voilà, bref. Puis c'est un souhait. Autant les gens ont le droit de se coucher à 1h, autant moi j'ai le droit de me coucher à 9h30. Flûte. Au-delà de 5 heures, la réduction atteint 65%. Donc c'est pour ça que je vous disais, le sport, c'est pas. Alors moi, je serais toujours pour dire que 1 heure de sport par semaine, c'est mieux que 0. Le but, c'est de mettre le pied à l'étrier. C'est voilà ce serait un peu comme dire t'es pas capable de courir un marathon, donc te mets pas à la course à pied. C'est stupide. Ou t'es pas capable de porter 100 kilos au développé couché, ça sert à rien de te mettre à la muscu. C'est stupide. Le but, c'est de démarrer, de faire quelque chose. Et tout sera un pas pour améliorer la santé, en fait. Toute pratique sportive ou activité physique. Mais bon, il détecte quand même des avantages au bout d'un certain temps. Et donc, c'est vrai que de savoir que, alors, si vous êtes entre 2,5 et 5 heures d'exercice par semaine, ça réduit déjà le risque de 60%. C'est énorme. Mais pour aller au-delà, il faut faire un peu plus, quoi. C'est pour ça que le plus n'est pas forcément pire. Parfois, ça peut être mieux. Après, l'activité physique, vous n'êtes pas obligé de faire plus de 5 heures de muscu. Vous pouvez même faire 3 heures de muscu et 3 heures de cardio. Bon, par exemple, ça peut être un équilibre que vous pourriez trouver. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça encore avec l'activité physique, c'est ça la magie de l'activité physique, quoi. Donc les chercheurs ont utilisé des données de bracelets d'activité portés par les participants pendant 1 an, donc autant dire des montres connectées, quoi, on imagine. Et l'étude qui sera présentée lors de la réunion annuelle de l'Association américaine du cœur, donc American Heart Association, on imagine, révèle que même un exercice modéré, comme la marche rapide ou le ménage, a des effets protecteurs. Alors, je ne sais pas si vous faites le ménage, moi, mon rituel, c'est tous les dimanches matin, ménage. Et marche rapide, en ce moment, c'est tous les jours, en plus de la muscu. Ces résultats, enfin marche rapide, oui, marche à un rythme soutenu, quoi. Ces résultats soulignent l'intérêt des outils comme les bracelets connectés pour suivre l'activité physique, et l'étude prévoit d'analyser bientôt si l'horaire d'exercice influence la santé cardiaque. Alors déjà, si on le... dites-vous bien une chose, c'est que marchez, courez, poussez, mais ne vous fixez pas, ne vous dites pas je peux pas le faire à 17h, donc j'en fais pas, quoi. Parce que ça, on a eu ce problème-là aussi avec les pics de testo dans la journée, les pics de forme. Il y avait pas mal d'études à une période qui montraient que l'heure idéale, ce serait à peu près vers 17h pour faire de la muscu. Donc, il y en a plein qui étaient démoralisés, quoi, qui se disaient, mais bon, moi, je peux pas à 17h, j'ai des gosses, faut aller les chercher, il y a les devoirs, ou je suis en train de bosser, moi, je peux m'entraîner que le midi ou le matin, donc du coup, on leur foutait les boules, quoi. Non. Déjà, le pic de forme se décale à vos habitudes de vie, c'est-à-dire que si vous vous habituez à vous entraîner à midi ou le matin, eh ben, vous allez avoir la pêche qui va se décaler à ce moment-là. Et après, les pics d'hormones, j'ai envie de vous dire, vous pouvez très bien prendre du muscle en vous entraînant à 7h du matin, à midi ou à 17h. C'est juste qu'on détecte des variations, mais ne vous bridez surtout pas à ça, quoi. Voilà. Donc alors, au sujet des montres connectées, j'avais des petits sujets à... Bon, déjà, vous avez le lien pour voir toute mon enquête dans les notes du podcast, mais il y a beaucoup de gens qui se refusent aux montres connectées par rapport à l'anxiété. Ils ne savent pas comment ils vont réagir, ils ont peur de devenir hypocondriaques, ou enfin voilà, que la montre dicte leur état mental de la journée. Bon, ça déjà, la première chose, moi, que je recommande à ces gens-là, typiquement, c'est quoi? C'est vous vous réveillez le matin, vous regardez, votre montre vous dit « Ouh là là, sommeil médiocre ». Donc là, vous vous apprêtez
à trouver. C'est un peu comme l'horoscope, quoi. L'horoscope vous dit que vous allez faire une mauvaise rencontre dans la journée. Vous avez le regard noir à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la journée, quoi. Et donc, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, ceux qui sont superstitieux par rapport à ça, c'est d'ailleurs pas très rationnel, il me semble, mais bon, ceux qui sont superstitieux par rapport à ça, ce que je peux vous recommander, regardez le soir. Au lieu de regarder en début de journée, si vous avez peur que votre montre vous flingue votre journée, servez-vous-en comme feedback, mais déjà désactivez toutes les notifications, le rythme cardiaque visuel et tout. Vous en servez comme d'une montre qui affiche l'heure, point. Et donc, en règle générale, c'est possible. Hein, vous pouvez masquer les fonctions selon votre montre. Et par contre, il faut que vous contrôlez le soir ou vous contrôlez la semaine. Parce que si vous contrôlez le soir, au moment où vous allez vous coucher ou quand vous êtes en train de préparer le dîner, vous regardez un petit peu. Si la montre vous a dit que vous avez mal dormi la nuit dernière, c'est pas grave. Vous avez passé votre journée, vous avez fait votre séance de sport et ça vous permettra d'avoir plus, de pas avoir l'effet nocebo ou placebo. Alors, placebo, c'est l'effet positif d'une substance. Même si elle est inerte, l'effet placebo, c'est quoi? C'est, je vous donne une gélule, je vous dis que c'est un aspirine, ou une aspirine, je sais plus comment on dit, je crois qu'on peut le mettre au féminin aussi. Vous prenez ce cachet, je vous dis que c'est contre les maux de tête, alors que c'est une capsule de talc, eh ben, vous avez des grandes chances de faire baisser vos maux de tête. C'est ça l'effet placebo en fait. Et l'effet nocebo, c'est si je vous dis que cette capsule va vous donner mal à la tête ou si je vous dis que cet aliment, ça peut créer des problèmes d'intestin, eh ben je vous infuse aussi l'effet nocif potentiel du truc, ou même s'il n'y en a pas, ben, je vous crée quelque chose et la personne va être beaucoup plus vigilante et peut-être même se déclencher des maux de ventre suite à l'ingestion. Donc c'est ça. Donc il y a des gens chez qui c'est très fort ça. Et quand elles vont voir sommeil de super qualité, elles vont se dire cool, aujourd'hui je peux déplacer des montagnes. Elles vont pas s'écouter en fait. Si elles sont un peu fatiguées et tout ça, elles vont se dire oula, c'est dans la tête, ma montre a dit que j'avais un super sommeil donc je fonce. Et à l'inverse, des gens qui pourraient se réveiller en forme, ou en tout cas ils se sentiraient normal même, pas forcément en forme comme d'habitude, mais leur montre leur dit sommeil médiocre, récupération, donc les gens vont se dire oulala, je vais pas aller à la muscu, je vais rien faire. Et donc, ils se sont pas écoutés non plus. Donc, le conseil pour pas subir l'effet placebo ou nocebo, désactivez les rapports matinaux là qui vous disent si vous avez bien ou mal dormi et regardez-les le soir. Comme ça au moins, il y a plus de raison et vous pourrez vous dire tiens, c'est bizarre, j'avais mal dormi mais j'ai fait une super séance. Ou à l'inverse, j'ai bien dormi mais j'ai fait une séance de merde. Donc ça pourrait un petit peu donc ça c'est les premières choses par rapport aux gens anxieux. Alors je vous ai mis des images et également des liens pour les gens qui ont envie de changer, parce que franchement, les montres connectées, les bracelets des montres connectées, ils sont toujours immondes. Enfin, je sais pas vous, bah après les goûts et les couleurs, moi mes goûts, tout le monde ne les partage pas, hein, mais très souvent les bracelets qu'on a avec on sent qu'ils ont mis le paquet sur le boîtier et derrière le bracelet ils ont un peu abandonné le design, quoi. Ou alors il y en a, mais souvent ça coûte un bras. Et moi, j'ai trouvé un site et tout ça, où je vous en parle, justement, dans mon enquête, là, des bracelets. Je vous ai même mis une photo, là, si vous cliquez sur le lien, vous verrez. Moi, je tune un peu mes montres connectées, parce que déjà, j'aime les montres, et puis en plus, j'aime bien avoir des bracelets différents. Et surtout, j'ai eu des mauvais retours avec certains bracelets qui me créent de l'eczéma sur des montres de base, quoi. Hein. Le bracelet que j'avais reçu avec, il me crée enfin, c'est pas de l'eczéma, mais une genre d'irritation là au niveau du poignet. Donc voilà, moi j'en change pour avoir des bracelets qui me semblent inertes. En tout cas, moi j'ai pas de réaction avec ceux que j'utilise là. Donc si vous avez la peau sensible comme moi, sachez que, en tout cas, moi j'ai pas de réaction, donc peut-être que ça pourrait vous aider aussi. Et je vous ai mis le lien de ça. Et puis je vous parle aussi de l'histoire. On va en parler rapidement parce que ça c'est dans la partie publique de mon enquête. Donc la partie privée, vous l'avez en lien, mais la partie publique, je peux vous en parler là. Mais vous savez que les premières montres connectées, c'est pas dans les années 2000, enfin les premières montres Apple, Fitbit et tout. Ça allait bien au-delà. Il y avait la Seiko RC100 Vrist Terminal. Elle date de 1984. C'était une montre qui pouvait se connecter par un câble à un ordinateur pour synchroniser les données. Alors la montre, elle est pas énorme, hein. C'est un bon calibre, mais c'est pas une montre énorme, quoi. Donc je vous ai mis des images, pareil, vous pouvez aller voir sur le lien.
Et ensuite, les premières montres qui comptaient vraiment les battements cardiaques, c'est encore plus tôt. C'était en 1982, c'est Polar qui avait sorti la Sport Tester PE 2000, qui permettait l'affichage des battements cardiaques à l'écran. Donc voilà. Et sinon, les montres qui sont arrivées, donc l'Apple Watch est 2014 à peu près. Puis après, vous avez eu une autre marque moins connue en France, hein, mais qui était une bonne montre connectée pour l'époque. C'était la marque Peeble, qui était plus en avance et qui avait connu un certain succès entre 2012 et 2016. Et après, elle a été rachetée par Fitbit, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je vous donne dans la suite, là, déjà, je vous donne... il faut savoir qu'à peu près, les gens dépensent entre 130 et 300 euros dans leur montre connectée. C'est le prix à peu près dépensé. Donc c'est pour ça, moi, j'ai essayé de regarder par rapport à ça, les montres et tout. Et puis, je vous ai mis tout le sommaire de les facteurs de fiabilité, les modèles qui se distinguent, tout ça. J'avais envie de vous en parler et de faire une enquête. Moi, ça m'a beaucoup plu puisque je suis concerné. Donc je l'ai fait pour moi avant tout. Et puis, vu que c'est mon travail à temps plein, bah, vous passez 8 heures par jour dans votre métier. Et si un jour j'ai besoin d'un conseil dans votre champ de compétences, je vous appellerai vous. Mais par contre, si vous avez besoin de quelqu'un qui a 8 heures par jour à accorder, voire plus parfois, à des domaines comme ça, comme le mien, eh ben, sachez que moi, c'est mon travail à temps plein. Donc imaginez si vous preniez toute votre journée de travail pour faire ce genre d'enquête ou de travailler, d'aller chercher dans les études, ben ça c'est mon job, pour après vous sortir les meilleurs articles, les meilleures enquêtes et vous faire avancer, vous faire gagner du temps. Voilà. Donc, et sans publicité évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui la publicité est partout. J'ai envie de dire, les magazines aujourd'hui, je suis un peu triste parce que moi je suis de la team magazine, j'aimais bien la presse et tout. C'est très dur aujourd'hui d'avoir des magazines qui ne sont pas, on sent pas qu'ils sont axés quasiment que sur la pub, quoi. Mais dès qu'on a ce problème d'audimat, on a ce problème de sujet un peu bâclé, quoi. C'est ça qui est ultra triste, quoi. Bref, allez voir ça, les montres connectées, ce qu'on peut en attendre et la liste des meilleurs en ce moment. Tout ça, c'est dans le lien en description. Très bonne semaine à toutes et à tous, bon entraînement et encore, merci pour vos avis. Je les lis à chaque fois, ça me fait super plaisir. Bye bye.